RCF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Polychrome. Je suis Chloé Thériault, volontaire en service civique au sein de l'Association des jeunes européens Strasbourg et je suis ravie de vous retrouver pour cette émission consacrée à l'Europe. Peut-être avez-vous récemment pu visiter la dernière exposition d'un musée ou d'un lieu culturel. Et peut-être vous êtes-vous déjà fait la remarque, dis donc, il y a des œuvres qui voyagent plus que moi. Et oui, certaines œuvres font parfois le tour de l'Europe, d'exposition en exposition, pour participer à une dynamique d'échange artistique en Europe. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, échanger l'art ? Est-ce que ce sont seulement les œuvres qui voyagent ? Qu'est-ce que c'est les échanges artistiques ? Et qu'est-ce qu'ils apportent à l'œuvre, aux artistes ou au public ? Pour répondre à toutes ces questions, Servane de Pastre ira à distance discuter avec Lucille Bard, chargée de mission dans l'organisation des Journées européennes des métiers d'art. Puis nous irons à la rencontre de l'artiste plasticienne Azara San, qui nous parlera de sa vision des échanges artistiques en Europe. Puis, nous finirons dans le jardin de l'association Apollonia, qui promeut la dynamique d'échanges artistiques en Europe et qui se trouve dans le quartier strasbourgeois de la Robertsau. Polychrome, Chloé Thériault, RCF Alsace. Alors pourquoi organiser des événements pour promouvoir les échanges artistiques en Europe ? Quels sont les objectifs de ces événements ? Nous retrouvons tout de suite Servane de Pastre et Lucille Bard pour en apprendre un peu plus sur les Journées européennes des métiers d'art. C'est quoi un peu l'objectif de ces Journées européennes des métiers d'art ? Alors l'objectif, c'est vraiment avant tout de mettre en valeur les artisans d'art et de les promouvoir auprès du grand public. L'idée, c'est vraiment de faire connaître, en fait, c'est des métiers qu'on connaît tous plus ou moins parce que l'artisanat d'art, on pense facilement à des métiers comme par exemple la céramique, la maroquinerie, le travail du verre. Voilà, il y a des choses auxquelles on peut penser assez facilement et à la fois, il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas du tout parce qu'il y en a 281 en fait dans la liste qui est un décret arrêté en 2015 par le ministère de l'économie. Il y a vraiment une liste officielle et donc ces métiers, ils sont assez peu connus ou méconnus pour la plupart. Donc l'idée, c'est vraiment de les valoriser et de faire une rencontre entre le grand public et les artisans dans leurs ateliers. Parce que, alors, comment ça se déroule en fait, ces journées européennes des métiers d'art ? Il y a des événements à la fois en France. C'est quoi en fait le programme et où se situent les événements ? L'idée dans le programme, c'est qu'il peut y avoir des choses toutes simples. À la base, ça a été conçu comme des portes ouvertes d'ateliers. Donc vraiment un professionnel, je suis bijoutier, j'ouvre mon atelier pour faire des démonstrations aux personnes qui passent, leur expliquer mon métier, mes savoir-faire, comment je travaille, etc. Donc ça va être le niveau 1 le plus simple, entre guillemets. Et après, petit à petit, se sont développées d'autres programmations. Donc ça peut être des événements collectifs où il y a plusieurs professionnels, donc une exposition, un marché, un salon. Par exemple, cette année, les boutiques Cartier participaient dans plusieurs pays d'Europe. Et en fait, Cartier, il y a un très beau patrimoine dans les boutiques où en fait ils font des très grands panneaux muraux et donc Cartier cette année avait fait un assez chouette travail pour faire un parcours avec une médiation pour expliquer ce panneau c'est tel professionnel, il travaille comme ci comme ça et donc il y avait tout ce parcours là mais qui n'est pas là le reste du temps. Donc ça c'est des choses un peu plus exceptionnelles entre guillemets. Mais justement là vous parlez d'artisanat, de savoir-faire. Alors c'est peut-être un préjugé que j'ai, mais j'imagine que beaucoup ont, c'est que c'est quand même très relié à des territoires. C'est assez local en fait, ces savoir-faire assez souvent. Pourquoi avoir décidé d'ouvrir ces journées à l'Europe entière ? C'est très vaste. Alors, c'est deux choses. Oui, c'est effectivement des savoir-faire qui sont anciennement assez territoriaux. On a vraiment des pôles géographiques. On sait que la céramique de Limoges, la tapisserie d'Aubusson, il y a vraiment des savoir-faire en France notamment qui sont implantés au cœur des territoires. Il y en a beaucoup d'ailleurs, même certains qu'on ne connaît pas tant que ça. Après, je pense quand même qu'au fur et à mesure du temps qui passe, les gens se déplacent, les entreprises évoluent, donc il peut y avoir un peu plus de tout partout, même si on garde quand même un peu effectivement ces savoir-faire territoriaux qui sont forts et en tout cas qui prennent racine souvent à des endroits géographiques. Maintenant, pour la question de l'Europe, en fait, les GEMA, donc Journée européenne des métiers d'art, GEMA, ont été créés en 2002 en France. À la base, c'était à la demande des pouvoirs publics qui voulaient faire un peu comme les Journées du patrimoine, mais version
version professionnelle plutôt que version patrimoine bâti. Ouais, c'était ça. Je veux dire, en 2002, l'événement Oui. ne se passe qu'en France, c'est ça? C'est ça. En fait, ça s'appelle les Journées des métiers d'art en 2002. C'est une biennale, donc ça se passe tous les 2 ans. Et voilà, pendant 10 ans comme ça, jusqu'en 2012, c'est vraiment un événement qui est juste en France. Et en 2012, alors moi j'étais pas là et je ne sais plus vous dire comment ça se passe, mais en tout cas, l'événement devient européen. Et on se dit que c'est un modèle qui fonctionne bien, qu'il y a de chouettes idées et qu'on peut peut-être élargir et proposer à d'autres pays de participer avec nous. Donc ça devient les Journées européennes des métiers d'art en 2012. On a quelques premiers pays européens qui participent également, et puis petit à petit, maintenant l'événement est devenu annuel. Entre-temps, je crois que c'était en 2008 qu'il est devenu annuel. Mais donc maintenant, tous les ans, on encourage les autres pays européens à participer, et on en a de plus en plus, environ entre 15 et 20 chaque année. Là, cette année, on a été 24 pays en Europe à participer au GEMA. Donc échanger l'art comme le font les Journées européennes des métiers d'art, ce serait en partie pour découvrir différents métiers artisanaux européens et leur savoir-faire. Mais y a-t-il d'autres définitions ? Nous retrouverons Lucille Bard dans quelques instants, mais d'abord partons à la rencontre de l'artiste plasticienne d'origine sarde, Azara San, pour répondre à cette question. Madame Azara, vous avez collaboré en 2020 avec l'association Apollonia à Strasbourg lors du festival Vivacité. Pour vous, qu'est-ce que c'est échanger l'art en Europe ? C'est la question. Qu'est-ce que c'est échanger l'art en Europe ? Ça dépend comment on considère l'Europe. Alors moi, dans mon imaginaire au départ et quand j'ai fait mes études, l'Europe, c'est le berceau d'une culture. Finalement, dans les échanges européens qui sont mis en place avec les systèmes de subvention et les systèmes d'accueil, ça se cale sur des échanges économiques, finalement. C'est-à-dire que ça organise l'exportation de l'art d'une certaine manière à l'intérieur de l'Europe. En termes d'échange, c'est pas très territorial. Enfin, on fait pas ressortir vraiment la puissance territoriale, je trouve, des œuvres. Est-ce que échanger artistiquement à l'intérieur de l'Europe ou ailleurs, c'est échanger des produits artistiques qui sont normés, ou est-ce que c'est s'installer sur un territoire dans le long terme, c'est-à-dire habiter vraiment un pays pour pouvoir ensuite en avoir des matières concrètes à exploiter en tant qu'artiste. Oui, parce qu'en fait, moi personnellement, je pense, quand je pense à échanger l'art en Europe, c'est aussi quel est l'objectif? Est-ce que c'est pour faire découvrir d'autres manières de faire au public, ou même favoriser la rencontre entre des artistes qui viennent de partout? Mais est-ce que ça ressort en fait aujourd'hui dans échanger l'art en Europe? Ce qui transforme réellement, moi je pense, une production artistique, c'est d'être situé, sensible et relationnel. Et donc, c'est la question du territoire et non pas de l'espace. Vous voyez la différence que le territoire, il englobe tout, il englobe l'histoire d'un pays, la mémoire, les relations qui se tissent entre les gens, qu'est-ce qui se passe même à l'échelle ultra-locale d'un quartier, enfin, ce genre de choses. On ne peut pas exporter ça avec des produits qui sont faits sur des résidences une semaine, un mois. Enfin, c'est compliqué. Oui, il faudrait qu'en fait, ça soit l'artiste qui se déplace. L'exemple typique d'un artiste qui va jusqu'au bout de la démarche de s'imprégner d'une culture pour modifier son travail, ça va être des personnalités. Alors, on coupe l'Europe un petit peu, mais comme l'allemand Hans-Georg Borch, qui va, voilà, c'est un architecte artiste qui d'abord fonctionnait comme tout le monde, et puis qui un jour a eu un déclic assez puissant quand il est allé au Maroc travailler, et qui là a complètement modifié sa démarche. D'abord, il s'est installé là-bas, et pour créer ces œuvres, qui sont des œuvres à la limite de l'architecture et de l'œuvre d'art, où les habitants eux-mêmes participent. Mais c'est pas seulement qu'ils participent, c'est que s'ils ne participent pas, l'œuvre ne se fait pas.
Donc, la relation qu'il a à l'art, elle est vraiment inscrite dans la terre et elle en émerge. C'est le matériel qu'il y a sur place, les savoir-faire locaux, le désir des habitants qu'il parvient à agréger, qui fait partie aussi de leur univers à eux, en fait. C'est un point d'orgue et qui réalise une œuvre, des fois en plusieurs années. C'est ça en fait. Donc pour vous, échanger l'art, en fait, c'est vraiment, ça prend en compte trois thématiques. C'est l'artiste, le lieu et le public, en fait. Tout le monde qui travaille ensemble. Oui. Après, quand on regarde à l'échelle européenne, les cahiers des charges qui font partie des possibilités de faire des échanges classiques, ça va être inscrit dedans, mais en fait, c'est un peu une boîte, pas une boîte vide, j'exagère, mais bon, en réalité, ce principe même d'offrir l'opportunité à l'art d'être accessible à tous et partout, elle est un petit peu dévoyée parce que on passe encore une fois, je veux dire, de la boîte blanche à une boîte blanche et c'est toujours le même public concerné. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que l'artiste habite sur place, vive sur place pour que les choses se passent. Donc, pour l'artiste Azar Hassan, échanger l'art, ce n'est pas le voyage des œuvres dans différents espaces. Pour elle, échanger l'art dépend de trois choses: du territoire, des locaux et de l'artiste. Par exemple, lors de sa collaboration avec Apollonia, Azar Hassan a construit une maquette dans le jardin de l'association strasbourgeoise. Une maquette qu'elle a construite à base de terre et de matériaux se trouvant dans le jardin ou dans ses environs. Mais Apollonia, est-ce que ça vous parle ? On s'échappe ensemble dans le jardin de cette galerie d'art avec son directeur et fondateur, Dimitri Constantinidis. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Dimitri Constantinidis, je suis docteur en archéologie, en histoire de l'art, en histoire de civilisation. Et depuis maintenant 26 ans, j'ai fondé cette association Apollonia Échange Artistique Européen. Auparavant, j'étais le directeur du FRAC Alsace. Donc j'ai passé quasiment ma petite vie professionnelle dans le domaine des échanges et des coopérations artistiques en Europe. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous présenter votre association Apollonia ? Donc Apollonia est née de cette volonté de connaître et de voir comment collaborer, s'associer, échanger avec toute une Europe qu'on connaissait très mal. Et après la chute du mur de Berlin, 81, on a senti qu'une grande partie de notre culture, une grande partie de notre civilisation européenne passait complètement à côté de nos préoccupations dans le milieu de l'art, dans le milieu culturel contemporain. Parce que tout simplement, à quelques centaines de kilomètres de Strasbourg, on connaissait très très mal les milieux culturels et surtout les milieux de l'art contemporain à Bratislava ou même à Prague, des villes, enfin surtout Prague, qui est aussi proche, qui est Paris. Et on s'est rendu compte que cette séparation plutôt physique mais aussi intellectuelle était un énorme obstacle pour imaginer cette Europe ouverte, sans frontières, sans cette séparation Est-Ouest, qui est pour moi quelque chose d'assez incroyable et qui ne laisse pas les gens de réfléchir dans un vrai projet européen. Donc en fait, pour vous, échanger la culture, échanger l'art en Europe, c'est permettre de mieux se connaître entre pays, c'est ça ? Pour mieux définir la question de l'échange, c'est avant tout une question de mobilité. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à faire bouger, à faire partager tout simplement les œuvres, les démarches et les idées des artistes. C'est essentiel. Je pense qu'au-delà de ce qu'on enseigne chacun dans son école, dans son pays, c'est extrêmement important. Vous voyez les projets Erasmus, pour moi c'est un exemple tout à fait significatif. Il faut qu'on ait un Erasmus ou l'équivalent d'Erasmus au quotidien dans tous les projets et surtout dans les projets européens et artistiques. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça apporte échanger l'art aux artistes ? C'est apprendre à mieux se connaître, apprendre d'autres pratiques, pour le public aussi ? Ça permet d'abord de se projeter dans un autre espace qui est celui-ci où il est né et qu'il exerce. Et ça donne aussi la dimension du continent, ça donne
cette communauté beaucoup plus importante que son propre lieu où on a l'habitude de créer et de travailler. Mais ça donne aussi la possibilité et l'opportunité au public européen de connaître la diversité et la pluralité des expressions et des démarches artistiques européennes. Et j'ai une dernière question. Nous avons discuté avec l'artiste Azar Hassan, qui a collaboré avec Apollonia en 2020 autour du festival Vivacité. Et elle, pour elle, échanger l'art en Europe, ça demanderait une réelle implantation de l'artiste sur le territoire pour travailler avec la terre de ce territoire, avec les locaux de ce territoire et avec sa propre expérience, sa propre créativité. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une traduction très poétique de ce que je viens de vous dire. Un artiste, il est ancré quelque part, mais je pense qu'il a absolument besoin, c'est tout à fait vital pour lui, de se promener, de se projeter dans d'autres endroits européens et échanger, collaborer dans des projets, des partenariats avec d'autres artistes, avec d'autres contextes. Je pense que la richesse et l'enrichissement de la démarche d'un artiste, oui, d'abord son terrain, sa terre natale est extrêmement importante, mais aussi enrichir cette idée et ces processus avec la découverte de nouveaux endroits, des nouveaux territoires, c'est extrêmement important aussi. Donc Dimitri Constantinidis nous dit qu'il est primordial que les échanges artistiques aient lieu dans toute l'Europe, car cela permet de mieux comprendre cette Europe qui parfois peut nous apparaître un peu floue et divisée. Et c'est la raison pour laquelle il a créé ce lieu. Mais qu'en est-il des événements qui ne durent que quelques journées dans l'année, comme les Journées européennes des métiers d'art ? Comment s'organiser ? Et surtout, pourquoi avoir ajouté la contrainte de l'échelle européenne ? Pour répondre à ces questions, retrouvons Servane de Pastre et Lucille Bard. Culture, science, spiritualité. Vous écoutez Polychrome, le magazine de la découverte sur RCF Alsace. Pourquoi avoir choisi cette dimension européenne ? Est-ce que vous savez un peu pourquoi pas avoir choisi, je sais pas, une dimension plus large ou au contraire quelque chose de plus resserré ? Pourquoi l'Europe au niveau des métiers d'art ? Alors, je pense que comme beaucoup de choses, la culture européenne a du sens et surtout au niveau des métiers d'art, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Il y a des artisanats qui sont européens et alors on peut avoir des pratiques certes qui diffèrent parce que les traditions sont un peu variées et vont pas quand même être les mêmes entre, je sais pas, le Portugal, admettons, si on prend vraiment pour ce qui est le plus à l'ouest on a la Géorgie qui participait cette année, par exemple, qui est vraiment très à l'est de l'Europe au niveau continental. On n'est même pas que sur l'Union européenne, en fait. On a des pays qui sont pas dans l'UE, qui participent au GEMA. Donc voilà, les savoir-faire sont quand même différents et à la fois, il y a des métiers qui sont les mêmes. Un vannier, ça va être quelqu'un qui travaille l'osier et les fibres végétales, qui en fait des tissages, des paniers, des choses comme ça. Enfin, de tout temps, les hommes ont fait des paniers. Voilà, il y a vraiment des savoir-faire qui se retrouvent. Et je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire circuler à la fois les professionnels, mais aussi à valoriser tout ce temps fort européen auprès du public, en fait. Et alors, j'ai vu que chaque année, il y a une région française et un pays européen qui sont à l'honneur. Est-ce que et ma deuxième question, c'est est-ce que ça permet aussi des échanges, le fait que voilà, il y ait un pays qui soit mis à l'honneur, des artisans de ce pays-là qui viennent éventuellement en France. Est-ce que vous avez remarqué des liens qui se créaient, peut-être des coopérations qui étaient mises en œuvre entre artisans de différents pays européens et notamment avec le pays mis à l'honneur? Oui, alors ça on l'a lancé, cette idée de mettre des territoires à l'honneur, on l'a lancé l'année dernière parce que c'était du coup les 20 ans des JMA françaises et les 10 ans des GEMA européennes. Et donc on s'est dit que pour marquer le coup et puis à la fois pour un peu avoir des renouveaux dans nos axes de communication, on allait mettre un territoire en France et un territoire en Europe à l'honneur chaque année. Donc l'idée c'est qu'il y ait à la fois un petit jeu de répondants. Donc pour l'instant, on a fait des territoires qui sont proches les uns des autres pour qu'il y ait ce côté frontalier qui ne marchera pas pour toujours parce que la France n'a pas tant de pays frontaliers. Mais donc l'année dernière, on avait fait le Grand Est et l'Allemagne. Cette année, c'était la Nouvelle-Aquitaine et l'Espagne. Est-ce qu'il y a des coopérations qui ont été nouées en fait entre les artisans qui sont exposés à la fois en France et grâce à ces journées en fait? Nous, on lance un peu l'idée, on parle à tout le monde du fait que l'Espagne sera à l'honneur, etc. On va faire des temps forts dans la communication, les valoriser, trouver plus de programmation, des programmations connues qui vont faire attirer la presse, etc. Et en fait, derrière, on voit que ça lance une émulation et les professionnels se saisissent ou pas du sujet. Et donc là, effectivement, tout ce qui s'est passé au niveau du Pays Basque et de la frontière, on a vu que il y avait des choses qui se faisaient, mais c'est pas forcément, si vous voulez, de notre initiative parce que
Nous, on coordonne tout le monde, mais on peut pas organiser, en fait. On n'est pas assez, on n'a pas les moyens d'organiser les événements. Et alors, j'avais une dernière question, justement sur toujours sur ces pays et régions qui sont mis à l'honneur. L'année dernière, c'était la région Grand Est et l'Allemagne. Pourquoi avoir choisi, et c'était la première année que vous le faisiez, pourquoi avoir choisi cette région et ce pays pour votre première édition? On vient de Strasbourg, donc... C'est pas pour rien. Oui, non, c'est effectivement pas pour rien. On a choisi un territoire qui, au niveau européen, a un côté symbolique très fort. Et puis, on savait que lancer ce temps fort de territoire à l'honneur avec ces deux territoires-là, ça allait fonctionner parce que pour une première année où c'est jamais évident de voir comment on s'organise et comment on déroule les choses, c'était deux partenaires forts, en fait, entre la région et le pays. Et il y a des coopérations qui sont menées grâce à ces journées ou au travers de ces journées en Alsace, avec l'Allemagne par exemple, entre les artisans alsaciens et allemands. Alors, je sais qu'il y a eu des événements croisés où des professionnels avaient accueilli un pro de l'autre côté de la frontière, etc. Je sais qu'il y a eu des événements croisés pendant la semaine des Gemba. Maintenant, peut-être pas non plus des centaines, on va pas se mentir. Et pareil, c'est au niveau plutôt frontalier. Mais en tout cas, il y a des prises de contact, il y a des échanges qui se font et ça, c'est assez chouette. C'est toujours des endroits assez riches. De toute façon, les zones frontalières comme ça, surtout vers Strasbourg, effectivement, il y a quand même une grosse dynamique européenne. Donc, échanger l'art en Europe pour mieux la comprendre, pour que l'artiste soit plus proche du public, des locaux, et aussi pour se rencontrer et pour découvrir tous ces arts qui existent partout ailleurs et en Europe également. Well, baby, how the weeks fade. Baby, what's the best part of your youth? This sensation, yeah, that's a change. I never thought I'd end up fooling you. Do you hear what they say? All these people living up in my street, oh, they say, out of touch, she lives in faded dreams. Renee, 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 Renee. Baby, how the weeks fade. Baby, how the streets change. Renee, 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 Renee. Baby, how the weeks fade. Maybe when the cheat plays, maybe when the ace falls from his suit and he tells you, yeah, that's the game. I didn't wanna lose it on the two. You plan his way, but the present you've been losing was
est à présent temps de nous quitter. Un grand merci à Azar Hassan, Dimitri Constantinidis, Lucille Bard, Servane de Pastre et à vous aussi auditeurs. Merci également à toute l'équipe de RCF. Retrouvez Polychrome dès demain et nous on se donne rendez-vous lundi 29 mai pour votre prochaine émission Polychrome avec les Jeunes Européens Strasbourg. À bientôt.